Lucas de Paris va intervenir pour parler de la notion de démocratie. Alors, cette petite conférence en visio, elle est destinée en fait à un groupe de gens qui sont très concernés à la fois par la France, la situation en France, mais aussi la situation en Israël, qui est à mon avis encore plus grave qu'en France, dans la mesure où on a un système qui est, je dirais presque officiellement, régi en fait par des organes qui ne sont pas élus en fait, et où le gouvernement n'a pas du tout de possibilité d'action sans l'assentiment en fait d'une Cour suprême, qui porte mal son nom d'ailleurs, et sans l'assentiment en fait aussi des services de sécurité, le Shin Bet, qui est l'équivalent du FBI en Israël, et qui en fait fonctionne un petit peu sur le mode du KGB aujourd'hui. C'est plus une police politique aujourd'hui qu'une véritable agence de sécurité, on l'a vu récemment. Voilà. Donc la grande question aujourd'hui qui se pose en France et encore plus fortement en Israël, c'est vraiment la question de la démocratie. Et je vais laisser Lucas en parler. Alors, merci. D'accord. Je vais aborder déjà les problèmes de vocabulaire. Après, je parlerai un peu de l'histoire qui est au régime dans lequel on est. Puis, on parlera de la Suisse et après des solutions pour la démocratie et quelle serait la démocratie plus ou moins. L'introduction, comment je suis venu à être mis à plus de 13 ans. J'étais et de philosophie et par là même d'épistémologie, de philosophie des sciences. Et j'ai vu assez vite au cours de mes études qu'il y avait déjà des problèmes. Moi, j'étais très adepte des théories de René Girard et je voyais bien que c'était tabou. Les directeurs du département, ils cooptaient les personnes qui pensaient comme elles. Donc, je voyais que l'université était assez verrouillée. Moi-même, j'ai été aussi cobaye dans l'industrie pharmaceutique quand j'étais étudiant. Et je voyais que des protocoles, pour des raisons de petites économies, étaient défaillants. Après, j'ai connu l'affaire Beljanski, c'est-à-dire des traitements contre le cancer faits par un professeur qui a été 30 ans à l'Institut Pasteur, dont a bénéficié Mitterrand. Et après, ce professeur Beljanski a fini les menottes au poignet à 73 ans et a été persécuté pour des raisons financières. Donc, j'ai pensé qu'on avait une sorte de trahison et qu'il fallait une sorte de contrôle citoyen par rapport à ça. Après, comme je m'intéresse à la philosophie antique, je me suis aperçu qu'il y a un changement de vocabulaire, c'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir, ils instaurent ce que Orwell a appelé la novlangue, c'est-à-dire qu'ils changent le sens des mots à leur profit. Quand on regarde les définitions de la démocratie pendant 2000 ans, d'Aristote à Montesquieu en passant par Spinoza, la démocratie est définie quand les mandats viennent du sort, du tirage au sort, et quand c'est une compétition qui amène à avoir un pouvoir, ils appellent ça une aristocratie, parce que c'est fait par exemple d'une élection, c'est une compétition entre des personnes qui se présentent, qui font en particulier des boniments, qui séduisent des gens, et celui qui est le meilleur bonimenteur, qui réussit cette compétition, a le pouvoir. Aristote, c'est le meilleur. Et donc, en fait, le système électoral dans lequel on est, ou qu'on appelle des fois aussi électocratie, c'est pas une démocratie dans ce sens-là. Et c'était stable même pendant la Révolution. La BCIS qui a fait une constitution, il disait que la France ne devait pas être une démocratie. Il voulait d'un gouvernement représentatif. C'est ce qu'on a. Et donc, là où j'ai repéré qu'il y a eu un changement dans le sens du mot, c'était exactement l'an 1800 aux États-Unis. Il y a eu la création du parti républicain démocrate, qui auparavant s'appelait le parti juste républicain. Et il s'est appelé démocrate par électoralisme, pour attirer les voix. Et après, c'est Tocqueville, Alexis de Tocqueville, qui, après son voyage d'études en Amérique, a écrit De la démocratie en Amérique, où il a importé ce sens nouveau de la démocratie, qui est en fait le contraire de la démocratie. Après, on a appelé ça la démocratie représentative, mais dans le sens où ces représentants font ce qu'ils veulent, c'est en particulier l'article 27 de la Constitution, eh ben, on est plus souverain. On peut élire une personne, puis après une autre personne qui lui est censée être opposée,
mais en fait, ils peuvent faire la même politique par rapport à des commanditaires. Donc, ce qui s'est instauré à partir des révolutions, c'était ce système-là, et qui avait en soubassement la plutocratie. C'est-à-dire que ce qui s'est développé en Occident au cours du deuxième millénaire, c'est beaucoup d'individualisme, de libéralisme et de capitalisme dans cet ordre-là. L'individualisme s'est instauré en Europe, ça a été assez bien expliqué par Jared Diamond dans De l'inégalité parmi les sociétés, parce qu'en fait, c'était plein de petits États qui étaient en concurrence. Donc, une innovation permettait à un État d'avoir disons, des privilèges, de le remporter par rapport à d'autres. Par exemple, quand Christophe Colomb a proposé son voyage vers l'ouest, vers les Indes, ça a été refusé à Gênes, ça a été refusé au Portugal, et l'Espagne y a accepté, et ça a fait son essor. Alors que quand il y avait une flotte en Chine, où en fait c'est une grande plaine qui forme un empire monolithique, la flotte, quand il y a eu une révolution de palais, elle a été détruite et ça s'est arrêté là. Même le papier-monnaie, ça ne s'est pas développé. Tandis que en Occident, ils ont eu comme grande innovation de créer la monnaie papier pour sécuriser en gros les échanges, hein, plutôt que de transporter de l'or sur les routes où il y a les bandits de grand chemin, on transporte des bouts de papier par sécurité, mais ça leur a permis de créer de la monnaie en surcroît de la quantité d'or. Et donc ce pouvoir a été énorme, c'est ce que Maurice Allais, le prix Nobel d'économie, a appelé les faux monnayeurs légaux. Et en fait, c'est eux qui en gros ont financé le fait, l'essor de la bourgeoisie, et le fait que les aristocrates qui avaient leur pouvoir plutôt par leurs aptitudes guerrières, ils étaient de moins en moins guerriers, et par contre les financiers pouvaient payer des militaires, d'où d'ailleurs on a le mot soldat qui vient de la solde. Et en fait, les révolutions étaient surtout des révolutions en Angleterre et en France plutocratiques. Il y a eu la lutte donc, dans ce développement de l'individualisme et du libéralisme entre les Tories, les conservateurs à droite en Angleterre, et les libéraux, les Whigs, à gauche. En France, il y a eu aussi la lutte pour la libéralisation des prix des farines, du blé, alors que le roi était censé permettre l'accès au blé à tous les citoyens, et donc il y avait une sorte de contrôle des prix. La libéralisation qui a été voulue par les libéraux, les capitalistes, leur permettait de stocker et de spéculer, et en même temps ça crée des disettes, et ça a fait des réformes où les rois Louis XV, Louis XVI et même avant la Régence étaient assez faibles, acceptaient un peu ce changement vers la libéralisation du prix des farines. Ça a fait la guerre des farines en 1775, et ça a joué dans la Révolution. Et en fait, la Révolution, où on nous fait croire que c'était en gros la démocratie contre l'aristocratie, c'était plutôt une bande à trois, entre la plutocratie bourgeoise banquière, la vieille aristocratie qui était de moins en moins guerrière, et le peuple qui a commencé déjà à se révolter par rapport à ça, en particulier dans les années 1830, avec les révoltes des canuts et aussi les révoltes ludistes en Angleterre contre les machines qui appartenaient aux capitalistes. Et donc ce mouvement socialiste était une réaction contre la gauche républicaine et libérale. Voilà. Donc en fait, le mot démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple, et en particulier, là, je vais parler de qui est souverain. La souveraineté, ça vient étymologiquement de la supériorité, donc c'est le pouvoir de décision supérieur. Une démocratie, ce serait donc un régime où le pouvoir supérieur appartiendrait au peuple. On a vu que ce n'est pas le cas. Quand il y avait 70% des Français qui étaient contre une réforme des retraites, ils avaient beau manifester dans la rue, ils n'ont aucun moyen de s'exprimer pour que ça change. Les Français ou même les habitants de l'Union européenne peuvent soutenir les agriculteurs qui sont brimés par les règles qui sont imposées par des grands groupes, en particulier agroalimentaires. Ça ne change rien, ils ont beau se révolter, on a toujours des agriculteurs qui travaillent 70 heures par semaine, qui gagnent 300 ou 400 euros, et avec un taux de suicide qui est très élevé. Ça ne change rien. On n'est pas en démocratie. Au contraire, les règles plutocratiques ont progressé,
En particulier, la loi du 3 janvier 1973 en France a interdit au Trésor public d'être financé à taux zéro par la création monétaire par la Banque de France. Donc, depuis 1973, l'État français doit s'approvisionner sur des marchés financiers où les créateurs de la monnaie, en fait, ce sont les banquiers. Et le déficit de la France, il a commencé à cette année-là, en 1974. Après le traité de Maastricht avec l'article 104 et le traité de Lisbonne avec l'article 123, il renforce le fait que ce soit les banquiers qui créent la monnaie par le crédit et qui ont ce pouvoir énorme. Voilà. Donc, on n'est pas en démocratie. Le souverainisme, comme on va poser la question, c'est une sorte de novlangue aussi, dans le sens où le souverainisme, ça vient du Québec. C'était en fait le souverainisme québécois. Donc, en fait, il s'agit d'un nationalisme québécois. Parce que quand on dit souverainiste, ça veut dire qu'on est pour un pouvoir supérieur. On prend le mot étymologiquement, mais tout le monde est pour un pouvoir supérieur. Quand on est démocrate, on est pour le pouvoir supérieur de la population. Quand on est pour une monarchie, on est pour le pouvoir supérieur d'une personne. Quand on est pour la plutocratie, on est pour le pouvoir supérieur des gens qui ont de l'argent. Donc, d'une certaine manière, tout le monde est souverainiste. On m'avait aussi demandé en préalable de cette conférence le mot populisme. Le mot populisme, en fait, il avait un sens positif. Quand, par exemple, il y avait le prix du roman populiste. Donc, c'était censé être positif. C'est-à-dire qu'être populiste, c'était défendre la cause du peuple à la base. Inversement, l'élitisme, c'est défendre le fait que ce soit une élite qui doive gouverner. On peut argumenter pour en disant qu'ils sont meilleurs, ils sont plus instruits, ils sont plus intelligents, etc. Mais en fait, le populisme a été considéré comme presque la démagogie. Enfin bon, le sens a été changé par les élites. Voilà. Après, on va passer peut-être, on a un peu parlé de l'histoire de la démocratie. On peut dire aussi que ces trois courants politiques que j'ai esquissés, donc la droite conservatrice, la gauche libérale et après le travaillisme, c'est relié aussi aux notions de liberté, égalité, fraternité, qui étaient à la base de la Révolution française, en mettant la liberté en premier. Mais en fait, quand on regarde ces trois types de tensions entre ces trois mots, on peut la résoudre avec la triarticulation sociale. Il y avait ça chez Georges Duby ou chez Georges Dumézil, en parlant du paysan, le soldat et le prêtre. Le paysan, il s'occupe de l'aspect économique, la santé, les fonctions vitales. Ça correspond aussi au plan psychique à l'aspect affectif. Le soldat, il s'occupe de la dualité, du combat, de l'action, de l'aspect conatif, et le domaine politico-juridique. Et dans ce domaine politico-juridique, c'est l'égalité ou l'inégalité qui prime. Alors que dans le domaine économique, normalement, c'est la solidarité qui prime. Le domaine de la liberté, normalement, doit primer dans le domaine du prêtre, c'est-à-dire le domaine de la création, le domaine du spirituel, de l'invention. Nous, on a une primauté de libéralisme qui fait qu'il va dans le domaine économique, ce qui est un problème. Et le fait que dans le domaine politico-juridique, celui qui nous occupe ce soir avec la notion de démocratie et de souveraineté, c'est l'égalité qui doit primer, avec en particulier le fait que quand il y a un conflit, il doit y avoir une égalité entre l'argumentation du pour et l'argumentation du contre quand il y a une proposition et qu'il y a des personnes qui sont contre cette proposition. Voilà. Alors, on va aller un petit peu vers ce qui s'est passé en Suisse. La Suisse, en plus d'être dans cet univers morcelé des États occidentaux qui étaient très en concurrence, avait un avantage par rapport aux grandes plaines où il y a eu souvent des empires, des invasions, d'être dans un univers montagnard qui a préservé des vallées et qui a préservé une autonomie de petites communautés, où ils ont développé effectivement des votations à main levée au cours de l'histoire. Et après, quand il y a eu la Confédération helvétique, qui est plutôt devenue après une fédération dans le sens où l'État fédéral peut imposer certaines politiques au canton, ils ont instauré donc le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors, l'avantage qu'ils ont avec ce RIC,
c'est qu'ils ont une grande stabilité, une grande paix dans leur pays. Nous, on a bien vu le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des retraites, le mouvement des agriculteurs dans l'Union européenne, mais pas en Suisse, alors qu'eux, ils font une pétition qui amène un référendum. Le seuil pour un référendum national, on appelle ça fédéral, c'est 100 000 personnes. Comme ils sont à peu près 5-6 millions de citoyens qui peuvent voter, ça fait un seuil d'à peu près 2%. Et ce seuil doit être atteint en 18 mois. Alors le problème, c'est qu'avec cette notion de seuil, il faut avoir les moyens pour l'atteindre. Donc en fait, il y a un biais déjà qu'on peut dire plutocratique, c'est-à-dire que la richesse peut jouer. Donc il y a des associations qui ont beaucoup d'argent qui atteignent beaucoup plus facilement ce seuil. Ils payent des personnes pour faire obtenir les signatures, parce qu'en Suisse, actuellement, ce sont des signatures manuscrites. Donc, il n'y a pas un site internet qui faciliterait le fait d'obtenir les signatures. Et à partir du moment où ce seuil de 100 000 signatures est atteint, ça doit devenir un référendum. Ils ont des référendums tous les 3 mois. Donc, ils ont 4 dates de référendum qui sont fixées pratiquement 20 ans à l'avance, les dimanches où ils doivent voter. Mais des fois, le gouvernement, il peut faire des manœuvres dilatoires. Ils ont justement eu en 2018 un référendum sur la monnaie pleine, c'est-à-dire que ce serait retirer le levier de création monétaire par les banques privées. Et il y a eu 6 ans de délai. Le Conseil fédéral a traîné la patte pour que ce référendum soit retardé. Après, quand il y a un débat, le problème aussi, c'est que le Conseil fédéral, il fait un livret pour présenter le référendum, mais il émet un avis. Donc déjà, ça biaise l'égalité entre le pour et le contre une proposition. Après, il y a aussi le problème des médias. C'est-à-dire que les médias, ils appartiennent à des milliardaires. Les milliardaires, voilà, ils appartiennent aux banques. Et donc, bien sûr, ces banques et ces médias vont inviter les économistes qui pensent dans leur sens. Et donc, les économistes on va appeler ça des économistes de garde, qui vont intervenir dans les médias, vont tous dire qu'ils sont contre la monnaie pleine. Bon, donc ce référendum a eu lieu en 2018. Il y a eu 25% des Suisses qui étaient pour la monnaie pleine et 75% qui étaient contre. C'est déjà pas mal parce qu'en France, la plupart des Français, 99% ne savent même pas ce qu'est la monnaie pleine. Déjà, ils ont eu ce débat. Après, il y a aussi des inconvénients en Suisse. C'est que les partis peuvent être financés par des firmes. En France, c'est depuis des décennies. On peut être financé par des individus, mais on ne peut absolument pas être financé par des firmes. Là, l'Union des banques suisses peut financer des partis. Elle finance effectivement le parti particulier de centre-droit qui est dominant, parce qu'il va tout à fait dans son sens. Il y a aussi donc le vote par correspondance qui est autorisé en Suisse, alors qu'en France, il a été interdit en 1975 parce qu'il permet pas mal de triches. Il n'y a pas les personnes qui sont là pour dépouiller les citoyens qui viennent. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc, mais par contre, le système suisse est assez stable, c'est-à-dire que même il y a eu en 1935 une proposition de référendum qui était un projet de révision totale de la Constitution, qui était en fait des personnes qui étaient proches du régime hitlérien, qui proposaient de sortir en fait du système démocratique par référendum. Et les Suisses, en 1935, ont refusé à 72% la sortie de leur système démocratique. Donc ça a quand même une grande stabilité. Alors, je vais passer à la suite sur qu'est-ce que pourrait être une démocratie. En Suisse, ils ont toujours un parlement élu. Après, il y a 7 ministres, toujours avec la même proportion de ministres selon les partis, parce que c'est assez stable les partis qui dominent. Et ils ont juste une sorte de président du Conseil qui est un de ces 7 ministres qui est en gros le président de la Confédération, de la Fédération plutôt helvétique, pendant 1 an. Mais donc, le rôle des partis est assez important. Ce qu'on pourrait proposer comme constitution plus démocratique, c'est d'avoir à la base, au sommet, ces référendums d'initiative citoyenne ou ces référendums obligatoires,
Ainsi, en Suisse, tout changement constitutionnel est obligatoirement fait par référendum. Alors qu'en France, on a le Congrès, et ça, c'est les politiciens eux-mêmes qui choisissent que si un changement constitutionnel est fait par référendum ou par Congrès. Et, en France, depuis la Ve République, en fait, on a eu, sur les 25 changements constitutionnels, ça s'est fait 23 fois par le Congrès et seulement 2 fois par le référendum. Ça a été en 1962 pour l'élection du président au suffrage universel et en 2000 pour passer du septennat au quinquennat. Tout le reste, ça a été par le Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale des députés et du Sénat. Et comme c'est les politiciens qui en décident, en fait, les citoyens français n'ont aucune possibilité d'initier un référendum pour s'occuper des règles fondamentales. On a depuis 2008, sous Sarkozy, le référendum d'initiative partagée. Mais déjà, ils ont fait un seuil qui est énorme, qui est de 10% des citoyens, c'est-à-dire actuellement, c'est 4,9 millions de signatures qui sont nécessaires. Une pétition en France, ça atteint au maximum 2-3 millions de personnes. Donc, une pétition qui a atteint 5 millions, ça n'est jamais arrivé. Donc, ils ont fait un seuil qui est énorme, alors que, comme je vous l'ai dit, en Suisse, c'est un peu moins de 2%. Après, comme c'est l'initiative partagée, en fait, c'est les parlementaires en fait, qui décident s'ils ils veulent bien de ce référendum. Donc, en fait, depuis 2008 qu'on a cette loi constitutionnelle sur le référendum d'initiative partagée, ça n'est jamais advenu. Donc, pour que un référendum soit démocratique, déjà, je proposerais que ce ne soit pas par un système de seuil. Parce que le problème du système de seuil, c'est que donc il y a ce biais plutocratique de ceux qui ont les moyens financiers d'atteindre le seuil, qui ont la base de données de mail, par exemple, pour contacter plein de personnes, même si c'était par voie électronique avec France Connect, eh ben, il y aurait ceux qui ont les bases de données qui pourraient les vendre. Enfin, c'est un biais qui existe énormément dans les référendums d'initiative citoyenne qu'il y a en Californie, avec du gros lobbying pour en fait influencer la population. Donc plutôt que le système de seuil, je propose une alternative, c'est que où chaque citoyen serait égal, c'est que dans l'année, chaque citoyen serait autorisé à faire une proposition de question référendaire. Donc au maximum, il y en aurait 49 millions si tout le monde participait. Mais bien sûr, tout le monde ne participerait pas. Et bien sûr, ça ferait beaucoup de référendums, mais on en tirait au sort 100. Et sur ces 100, on les soumet tous les 100 à une centaine de citoyens. Et ces citoyens font un vote. Voilà. Et mais ils ont juste une seule question à décider. Et après, on fait un classement des 100 votes sur les 100 propositions. Et les 10 les plus approuvés deviennent du référendum. Étant donné que quelque chose qui est très voulu par les Français, ça apparaîtra à énormément d'occurrences, donc ça a beaucoup de chances de figurer parmi les 100 propositions, et peut-être en doublon, et peut-être avec des formulations meilleures pour certaines. Donc en fait, l'initiative citoyenne, ainsi, serait totalement démocratique, et dans l'année, les 10 questions nationales seraient proposées aux citoyens, après un débat, ce qui s'appelle iségorique. Iségorie, c'est l'égalité de l'Assemblée. C'est l'égalité du pour et du contre. En fait, les citoyens seraient comme des jurés d'assises, où ils entendraient de façon égale la défense et l'accusation. Donc, en fait, l'ARCOM serait là pour, comme elle le fait déjà pour les élections, mesurer le temps d'antenne et l'audience du pour et du contre, dans les médias privés comme les médias publics, et les médias publics seraient chargés de compenser le déficit du pour ou du contre dans les dernières semaines. Donc, dans ce sens-là, les milliardaires qui ont des médias pour influencer les citoyens, ils auraient beaucoup moins intérêt à essayer de les influencer de cette façon-là, et même à posséder des médias, puisque leur pression dans un sens serait compensée. Je donne l'exemple de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu un référendum en France, donc c'était en 2005. Dans la matinale de France Inter, ils avaient invité 23 personnes, des politiciens, des spécialistes, qui étaient pour le oui, et 4 qui étaient pour le non. Malgré cela, les Français ont voté à 55% contre. On pourrait dire que ça ne change pas grand-chose, l'iségorie. Mais en fait, si, ça change quelque chose, parce que s'il y avait une égalité médiatique du pour et du contre,
on peut prédire que le non n'aurait pas été là à 55%, mais il aurait été à 80 ou 90%. Moi-même, j'ai voté oui en étant désinformé et en connaissant juste l'apparence des choses. En particulier, je connaissais pas encore le fait que l'essentiel des articles dans ce traité constitutionnel, c'était celui de la création monétaire. Donc, c'était l'article 123 du traité de Lisbonne après. J'aurais changé d'avis si j'avais compris ce qui s'était passé. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on nous explicitait. Donc, je propose donc ce système d'initiative citoyenne par le tirage au sort des propositions individuelles des citoyens, après présélectionnées par les citoyens. Ce serait pour moi le mode de décision pour les choses les plus importantes. En Suisse, en fait, au niveau fédéral, ils ont que le référendum que constitutionnel, en fait. Chaque référendum change la Constitution, mais en fait, ils n'ont pas de référendum législatif. Donc ça, c'est un choix. Est-ce qu'on fait une Constitution qui est pléthorique, comme celle de la Suisse, avec toutes les lois qui ont été votées par les citoyens, ou est-ce qu'on laisse vraiment le référendum constitutionnel pour une Constitution qui soit assez ramassée et qui règle de la souveraineté et de la décision, avec des lois faites par référendum par les citoyens, mais qui restent qui ne deviennent pas des lois constitutionnelles, mais des lois législatives, mais avec la prééminence qu'elles soient faites par les citoyens et donc qu'elles sont plus importantes par rapport à d'autres lois secondaires. Parce que 10 décisions par an, c'est pas énorme en soi. C'est ce qui est possible, disons, de délibérer par des citoyens qui ont d'autres choses à faire, en voyant les débats dans les médias. Mais après, il y a plein d'autres décisions. Pour que ça reste démocratique, donc j'avais parlé des définitions de la démocratie par le tirage au sort. En fait, on pourrait faire des assemblées de citoyens tirés au sort pour délibérer des propositions secondaires. Et en fait, encore une fois, ces citoyens tirés au sort seraient comme les jurys d'assises par rapport aux personnes qui argumenteraient pour une proposition ou contre une proposition. Donc ça, ce serait des mandats courts, de 6 mois, 1 an, des citoyens, qu'ils auraient une sorte d'obligation à faire parce que, en fait, être citoyen, c'est pas seulement des droits, mais c'est aussi des devoirs. Actuellement, déjà, les jurys d'assises sont tirés au sort en France parmi les listes électorales. Donc, c'est les citoyens seulement qui peuvent être tirés au sort et avoir cette contrainte d'être juré d'assises et de décider de choses très graves, d'envoyer quelqu'un à perpétuité dans une prison, par exemple. Voilà. Donc, les Français seraient ainsi autonomes, dans le sens où le disait Castoriadis, la démocratie, c'est de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on se fait nous-mêmes nos règles. Nomos, c'est la règle. Donc ça, c'est les assemblées tirées au sort qui remplaceraient les élus, ce serait ces assemblées secondaires pour les décisions secondaires. Et pour les postes de mandat exécutif et impératif, dans le sens qu'ils devraient respecter ce qui a été décidé par les citoyens dans leur totalité par les référendums et de façon secondaire par les assemblées tirées au sort, on pourrait faire des élections sans candidature. C'est-à-dire que dans les journées où il y a les votations, une France qui voudrait proposer un ministre de l'économie, un maire, il pourrait marquer le nom qu'il voudrait et on verrait quel nom arrive en premier. Ça fait une liste pour chaque poste, ministre des Finances, ministre de la Défense. Et celui qui serait en premier serait, s'il accepte le poste, mais il serait incité plutôt à l'accepter, sauf problème, il serait le ministre jusqu'à la prochaine journée de votation, qui pourrait arriver, si c'est comme la Suisse, ce serait tous les 3 mois, mais ça pourrait être tous les 6 mois ou tous les 1 an, si on veut un rythme inférieur. Et ainsi, comme ce serait des élections sans candidature pour ces postes, il n'y aurait plus besoin de campagne électorale, et en fait, il n'y aurait même plus besoin de partis politiques, parce que la seule raison d'être des partis politiques, c'est le financement des campagnes électorales, qui aussi a beaucoup de biais plutocratiques, c'est-à-dire qu'en France, quelqu'un qui a pas mal d'argent peut donner 7 100 € à un parti et en récupérer 5 000 sur ses impôts, alors que le pauvre, même s'il donne 50 €, s'il n'a pas d'impôt sur le revenu, il donne 50 € plein. Donc voilà la façon qu'on pourrait faire une démocratie avec 3 niveaux de décision et avec la suppression des partis politiques. Après,
la façon d'établir la démocratie, on a une chance en France par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a encore le système des élections. Donc, en fait, un changement actuel comme ça, eh ben, on peut le proposer en participant aux élections à travers une union populaire démocratique avec un fonctionnement interne démocratique, puisqu'on croit à la démocratie, donc on pense que c'est viable en interne, où en fait les citoyens choisiraient leur candidat, donc par circonscription, hein, que ce soit au niveau municipal, législatif, et ce candidat aurait pour mission d'instaurer la démocratie et de relayer la volonté populaire. Voilà. Et tant que les gouvernements actuels acceptent de suivre les lois, eh ben, on peut avancer de cette façon-là. La seule raison où on pourrait se révolter, ce serait si les lois n'étaient pas respectées, comme ça a été le cas en Algérie dans les années 92 ou 93, où en fait le FN, perdant les élections, en fait, a décidé de ne plus respecter les élections. Mais donc, si on a un mouvement populaire qui veut instaurer la démocratie, eh ben, on peut aller dans ce sens-là. Là, les sondages actuellement en France montrent qu'il y a 3/4 des Français, ça dépend des sondages, c'est 75-80%, ça dépend si on précise c'est le référendum constitutionnel, législatif, comment c'est formulé. Mais on a toujours entre 73 et 80% de citoyens qui sont pour le référendum d'initiative citoyenne. Mais évidemment, on a des politiciens qui n'en veulent pas, et même quand ils le mettent dans leur programme, pour la présidentielle de 2012, il y avait 9 candidats sur 12 qui avaient le RIC dans leur programme. Les 3 qui ne l'avaient pas, ça a été Macron au centre, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière à l'extrême gauche, et Éric Zemmour, assez partagé de ne pas vouloir ce référendum, mais au moins, ces 3 candidats sont honnêtes sur ce point-là, tandis que les autres, ils ont beau le mettre dans leur programme, bah, ils l'appliquent pas, hein. Même quand ils ont des mairies, il y a une loi sur le référendum local qui date de 2004, malgré qu'on ait 35 500 communes, il a été utilisé que 69 fois. Donc c'est très 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 peu. Donc on peut bien sûr douter sur le fait que les politiciens veulent instaurer la démocratie et le référendum d'initiative citoyenne, parce qu'en fait ce serait se tirer une balle dans le pied. Ils le mettent dans leur programme par électoralisme, mais après, comme je vous ai dit, l'élection, c'est l'élection du meilleur bonimenteur, c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent et y croient. Donc voilà, j'ai fait une présentation à peu près globale de ce que je voulais vous dire. Et je suis ouvert aux questions et à des éclaircissements. En fait, d'abord le son, en tout cas pour moi, n'était pas bon du tout. Donc c'était un peu difficile de comprendre. Oui. Est-ce qu'il y a certainement des choses qui ont été écrites? Vous avez certainement écrit tout ce que vous dites pour expliquer. Oui. Ça, j'aimerais bien. Oui, je mettrai des liens vers des articles. D'accord. J'avais fait un article déjà en 2012 qui s'appelle Pour une démocratie réelle. Là, maintenant, j'expose ça, l'historique. Ouais, j'aurais dû mettre le micro plus près. Je ne savais pas que c'était pas bon. Donc, j'avais fait un article qui s'appelle Pour une démocratie réelle en 2012, où je mettais des citations des philosophes pendant 2000 ans sur la démocratie, l'historique, le régime dans lequel on est, c'est-à-dire en fait, plutôt que démocratique, on est effectivement dans une aristocratie dans le sens d'une désignation des souverains par l'élection, par une compétition, dont les meilleurs sont les gagnants. Le fait que ça forme en fait une oligarchie, hein, c'est un petit nombre, une petite proportion, comme l'indique l'étymologie d'oligo, le petit nombre, la petite proportion, donc qui gouverne, avec derrière en fait une crypto-plutocratie est apparue plus clairement encore avec l'élection de Macron. On a bien vu que c'est quelqu'un qui apparaissait tout d'un coup à 36 ans comme ministre des Finances, parce que les gens qui étaient derrière Hollande ne voulaient pas que Arnaud Montebourg applique sa politique de relocalisation, en fait, de démondialisation. Ils voulaient pouvoir vendre les services publics, etc. Ils ont financé Macron, ils ont
ils en ont fait une image merveilleuse dans les médias pour les lire et qu'il applique la politique des banquiers dont lui-même faisait partie, de vendre la France à la découpe, de diminuer les services publics et d'endetter la France justement par cette création monétaire par les banquiers, et après dire bah non, faut privatiser parce que la France n'a pas les moyens. Donc toute cette histoire de dette, alors que la monnaie c'est de la dette, c'est une vaste supercherie entretenue par les médias dominants, parce que les gens qui veulent parler de ça, c'est dans des médias qui sont très minoritaires. Hein. Je pense à Radio Ici Maintenant. Là-bas, si j'y suis, ils avaient parlé de la création monétaire à un moment, mais cette émission a été supprimée de France Inter. Voilà. Oui. Non, mais en tout cas, je veux bien. Vous avez mon mail par Roland. Hein. Je veux bien avoir vos publications pour lire. Voilà. Ce sera peut-être plus Oui, simple c'est sur mon parce que site. ce que vous avez exposé, j'ai pas bien compris à cause du son peut-être. Le, tout le système, votre proposition disons, de démocratie et comment la créer, comment la développer. J'ai pas bien compris votre démonstration. Bon. Alors déjà, comment la créer je vous ai dit que pour moi, ce qui compte, c'est d'utiliser la stratégie électorale, essentiellement d'abord au point de vue municipal. Là, on va avoir les élections municipales dans un an. Oui. Et je pense qu'en particulier dans des villages ou dans la France périphérique, ils peuvent constituer des listes où ils s'engagent à avoir un fonctionnement démocratique. C'est-à-dire que les conseillers municipaux s'engagent à compter la population et à suivre les votations qui se font dans la population. Et après, s'ils ont des mairies, eh ben, ils peuvent s'engager à parrainer un candidat à la présidentielle qui est là pour instaurer la démocratie. Ça, voilà la façon d'y arriver en France. Après, le programme démocratique, c'est essentiellement de mettre à l'ordre du jour le référendum d'initiative citoyenne, au minimum comme en Suisse. Et après, moi, j'ai exposé des propositions pour que ce soit mieux qu'en Suisse. C'est-à-dire que quand il y a les débats, qu'il y ait l'égalité médiatique du pour et du contre et que ce soit comptabilisé par l'ARCOM, ce que n'ont pas les Suisses, que pour l'initiative citoyenne, ce ne soit pas un nombre de pétitions, de signatures qui fait que c'est influencé par ceux qui ont les moyens financiers de les obtenir. Ce soit donc que des citoyens individuellement qui peuvent faire leurs propositions, qu'il y ait un tirage au sort parmi ces propositions, parce qu'il y en aura énormément, avec plein de doublons d'ailleurs. On tire au sort 100, où il pourra y avoir des doublons. On les soumet aux citoyens et les dit plus approuvés par des groupes de 100 citoyens, bah, ça devient les référendums fédéraux dans l'année. Et après, on peut faire la même chose pour les référendums régionaux, départementaux et municipaux. Moi, je pensais donc une dizaine pour les référendums nationaux, à peu près une demi-dizaine pour les référendums régionaux, une demi-dizaine pour les référendums départementaux et une dizaine pour les référendums municipaux. Ça ferait 30 référendums par an. Donc, c'est à peu près ce qu'ils peuvent avoir en Suisse comme nombre de référendums. C'est relativement raisonnable. Voilà, on consacre à peu près 2 semaines pour chaque question dans les médias. Voilà. Et en Suisse, quand les citoyens ne sont pas intéressés par une question, ils viennent voter parce qu'il y a plusieurs référendums, mais ils peuvent ne pas répondre à une question. La moyenne de participation par question en Suisse est de 45%. Donc, alors qu'on les amène à voter donc tous les 3 mois, hein, donc 4 fois par an. J'ai calculé qu'en France, avec le système des élections des seconds tours, 2 tours de la présidentielle, 2 tours des législatives, 2 tours des municipales, 2 tours des régionales et départementales qu'on a en même temps, plus un tour des européennes. Ça fait à peu près 9 fois que les Français doivent voter, plus il y a une dissolution, plus s'il y a un référendum. Donc ils votent à peu près 2 fois par an. Donc on peut, si on ne veut pas amener des Français à voter 4 fois par an, comme c'est le cas pour les Suisses, bah, on peut les amener à voter 2 fois par an. Donc tous les 6 mois, avoir des référendums. Voilà, ce serait assez raisonnable et les Français n'iraient pas plus souvent au bureau de vote que maintenant. Surtout qu'il y a des systèmes de votation qui permettent pour tout ce qui est élection de ne pas aller à un second tour, mais de faire du jugement majoritaire qui est beaucoup plus représentatif de ce que veulent les votants.
ou comme je disais, qu'on fasse les votations le jour des référendums, en particulier avec des élections sans candidat pour les postes exécutifs, qui seraient des mandats impératifs, c'est-à-dire que les gens élus doivent. Ouais. Ça paraît. Élections sans candidature. Oui. Enfin, c'est quelque chose qui se fait dans des associations. Vous trouverez ça sur Internet, l'élection sans candidature. C'est un système justement qui est beaucoup plus démocratique dans le sens où c'est pas la personne qui candidate et qui se met en avant, mais c'est la population qui désigne qui elle veut directement. Voilà. C'est-à-dire que dans les bulletins de vote, par exemple, qu'on aurait, ou donc il y aurait les questions référendaires, il y aurait la liste des ministères, par exemple, une dizaine de ministères, le maire. Et ben les gens disent, voilà. S'ils ont une idée pour le maire, ils mettent le nom de la personne. Pareil pour un ministère sur lequel ils ont une idée. Et après, on compte le nombre de fois où tel nom apparaît. Ça fait un classement. Et les personnes en premier, on leur propose. C'est la première personne la mieux placée qui a le mandat jusqu'aux prochaines journées référendaires et de votation, d'élection. Et ben voilà, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 3 mois. Ça peut être la même personne qui est redésignée si les gens sont satisfaits. Il n'y a même pas besoin de référendum révocatoire puisque les mandats sont courts, mais ils sont renouvelables. Si la personne est satisfaite, elle sera redésignée plusieurs fois. Qu'est-ce que vous faites alors du Parlement? Comment ça se passe, les députés? Est-ce qu'il y a encore un Parlement? Pour moi, le Parlement, oui, pour moi, les parlements, que ce soit un conseil municipal ou le Parlement législatif, ce seraient les citoyens tirés au sort. Pour un parlement municipal, le nombre de tirés au sort dépendrait un peu de la taille de la municipalité. Après, pour un parlement national, ce serait entre 500 et 1000 personnes qui examineraient les questions qui sont soumises par des citoyens ou par certains groupes. Ça peut être à la rigueur par des entreprises pour tout ce qui est questions secondaires. Ils entendent des gens qui argumentent pour la proposition et contre la proposition, qui s'expriment de façon égale devant les citoyens. Et après ça, ils votent au bout d'un certain temps de débat. Voilà. Et donc là, il n'y aurait plus besoin d'élection pour tout ce qui est Parlement, donc pour tout ce qui est conseil municipal, conseil. Les députés seraient élus comment? Assemblée. Les députés, ils seraient élus comment? J'ai dit que ce serait des citoyens tirés au sort. Donc en fait, cette assemblée, ce serait une sorte de ce qu'on appelle ça un mini public, c'est-à-dire que comme les citoyens n'ont pas le temps de tout décider, pour les décisions secondaires, ce serait une assemblée de tirés au sort qui serait statistiquement représentative de la population, avec un petit biais d'erreur qui serait de 2-3% quand c'est à peu près 500 ou 1000 personnes. Mais voilà. Il serait soumis à tout ce qui a été fait par référendum de tous les citoyens, donc il ne pourrait pas changer ces lois-là qui seraient les plus fondamentales, puisque votées par tous les citoyens s'ils le veulent. Mais dans ce cadre-là, il voterait des lois. Après, si effectivement il s'éloigne trop de ce que voudraient les citoyens, ça deviendrait un référendum de tous les citoyens. Alors, qu'est-ce que vous répondez parce que vous savez qu'aujourd'hui, on justifie le pouvoir des juges. En Israël, ça s'appelle Cour suprême, en France, le Conseil constitutionnel, entre autres. Alors, on justifie ce pouvoir par la nécessité de contrôler le pouvoir du peuple, qui pourrait être, disons, dictatorial. Et donc, il faut protéger la démocratie, et ceux qui sont les défenseurs, les protecteurs de la démocratie sont les juges qui, eux, jugent en fonction de valeurs et non pas comme le peuple en fonction d'autres, disons, critères. Voilà. Alors, comment vous, qu'est-ce que deviennent les juges dans votre système? Déjà, il y a un aspect paradoxal que dit bien justement cette histoire de novlangue. Quand on parle de défendre la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Donc, si on dit que ça va être une minorité de quelques personnes qui vont défendre la souveraineté populaire, c'est très paradoxal. En fait, si c'est ces quelques personnes qui ont le pouvoir souverain par-dessus la population, il ne s'agit pas de défendre la démocratie, il s'agit de défendre ce que veulent cette oligarchie.
Après, il y a une proposition qui a été faite, par exemple, par Yvan Bachot, c'est que le Conseil constitutionnel, plutôt que ce soit des personnes qui soient cooptées, c'est-à-dire que ce sont les présidents, par exemple, de la République qui désignent qui est dans le Conseil constitutionnel, donc leurs copains, eh ben, en fait, on pourrait faire un tirage au sort parmi les professeurs de droit constitutionnel, en particulier ceux qui sont plutôt en fin de carrière, qui ont fait 20 ou 30 ans à l'université comme professeur de droit constitutionnel. Là, on aurait des personnes qui, sans être dans des partis politiques, sans être des amis du président, bah, seraient beaucoup plus objectifs. Parce que le problème aussi qu'on peut avoir quand on parle de tout ce qui est instance juridique, c'est la cooptation. Là, je lisais le livre de Sophie Coignard sur les francs-maçons. C'est un problème quand en fait des gens se jugent, alors qu'en fait ils sont dans une société dont l'appartenance est secrète, et en fait ils jugent et partis. C'est l'intérêt justement d'avoir des citoyens tirés au sort pour qu'il n'y ait pas ces phénomènes de collusion, de juge et parti, de corruption. Voilà, quand on tire des citoyens tirés au sort, ils sont indépendants. Mais après, les citoyens, s'ils sont des grandes personnes, si on n'est pas des enfants mis sous tutelle, ils décident eux-mêmes, ils sont autonomes, ils ont l'égalité du pour et du contre qui leur est exposée, ils ont entendu les arguments et ils vivent de façon plus paisible, meilleure, avec beaucoup moins d'inégalités. Voilà, comme on le voit déjà actuellement en Suisse, où c'est bien plus paisible, les gens ne se font pas éborgnés ou amputés dans des manifestations. Enfin voilà, c'est quand même un système qui a fait ses preuves, qui a quelques défauts que j'ai pointés et qui peuvent être améliorés. Oui, par exemple, l'ancienne présidente de la Cour suprême en Israël donnait un exemple, son exemple préféré, c'était justement le cas allemand, lorsque Hitler arrive au pouvoir par la démocratie, enfin, en tout cas par un vote, et ensuite il va se livrer à voilà, ce qu'on connaît Ouais. de l'histoire, quoi. Alors, justement, c'était pas la démocratie. J'ai justement donné l'exemple de la Suisse. Quand il y avait des hitlériens qui voulaient sortir du système de référendum, d'initiative citoyenne et donc de la souveraineté réellement populaire, ils ont soumis ce projet de révision totale de la Constitution. Et donc, les Suisses n'en ont pas voulu. En général, quand on a le pouvoir, on ne veut pas le perdre. C'est justement le problème qu'a le peuple actuellement, c'est qu'on a une oligarchie, une plutocratie, une aristocratie qui ne veut pas perdre le pouvoir. Et donc, les citoyens suisses, ils ont refusé un système qui était donc très hiérarchique, qui aurait été proche du régime hitlérien. Ce qui s'est passé en 1932-33 en Allemagne, c'est pas la démocratie. Et le système allemand est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire que déjà, ce ne sont pas les citoyens qui élisent le chancelier. Hitler n'a pas été élu chancelier, il a été désigné par Hindenburg le 30 janvier 1933. Mais en fait, le parti nazi, il a eu, aux élections législatives de juillet 1932, il a fait 37% des voix. Donc, il a fait une minorité des voix. Hitler n'est pas devenu chancelier à ce moment-là. Le président Hindenburg, il a désigné un autre chancelier. Après, il y a eu une dissolution. Donc, c'était très instable ce système par les partis. Il y a eu une dissolution et il y a eu de nouvelles élections en novembre 1932. Et là, le parti nazi est descendu. Il est passé de 37% à 33%. Mais Hitler n'est toujours pas devenu chancelier en novembre 1932. Ça a été des luttes d'influence entre des politiciens. Il y avait en particulier von Papen qui a insisté. Hitler a séduit Hindenburg en disant que oui, il allait rétablir une sorte de royauté. Voilà. Après, il y avait aussi le fait que le parti communiste, lui, était en train de monter alors que le parti nazi commençait à redescendre. Et donc, alors que tous ces politiciens pouvaient continuer à avoir un chancelier qui aurait été ni nazi ni du parti communiste, puisqu'ils avaient à peu près 50% des voix, les autres partis. Donc, on était à 33% pour le parti nazi, 16% pour le parti communiste et 50% pour les autres. Ils auraient pu continuer à désigner quelqu'un d'autre.
Ça s'est pas fait. Et après, pourquoi Hitler aussi a été favorisé? Parce que donc les capitalistes, ils craignaient l'arrivée au pouvoir des communistes. Hein. Ils ont vu ce qui se passait avec l'URSS. Et donc, il y a des capitalistes qui ont financé le parti hitlérien, qui l'aidait en particulier en finançant son journal. Donc, c'était pas du tout la démocratie. La démocratie, c'était en Suisse qui a refusé ce genre de pouvoir. Et nous, on est toujours dans ce genre de système où, en fait, on a des élus, on a des gens qui sont désignés par les élus. Bah, en France, c'est le Premier ministre. En Allemagne, c'est le chancelier. Mais ce n'est pas la démocratie. Là, on se fait piéger par cette novlangue qui appelait la démocratie le contraire de la démocratie. Alors, j'aimerais bien répondre aussi, en fait, ce qui s'est passé en Allemagne, ce n'est pas une élection démocratique, en fait, d'un système antidémocratique, c'est une dérive d'un système non démocratique, en fait. Ça, c'est très important de le souligner. Ouais. Et s'il s'agissait vraiment de faire de la démocratie, eh ben, il retiendrait les leçons de l'histoire et il dirait, ben voilà, en fait, c'est en Suisse où il n'y a pas eu de pouvoir hitlérien que la majorité des Suisses l'ont refusé. Mais non, ils ont fait un système qui est équivalent à la République de Weimar qui a amené Hitler au pouvoir, avec ce système de président, chancelier désigné par le président et deux partis politiques qui font des combines entre eux pour faire un gouvernement. Tout à fait. Et en fait, il y a aussi, dans le tirage au sort et dans le RIC, il y a un effet positif, c'est que dans ce que dit je sais plus, l'ancien président de la Cour suprême en Israël, c'est une manière de biaiser les faits, bien sûr, puisque on sait très bien que le système non démocratique a tendance, lorsqu'on a une oligarchie, elle a toujours tendance à abuser du pouvoir, en fait. Et le passage, Oui. la dérive, la dictature à l'extrême, en fait, c'est déjà une dérive en général. Il y a un tropisme de dérive, en fait, d'un système oligarchique vers la guerre, vers ce qu'on a en Israël aujourd'hui. Et pourquoi? Et ça, c'est expliqué d'ailleurs par Ariane Biléran. Il y a donc Lucas a parlé de l'aspect collusion, effectivement, à savoir que, par exemple, lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs en Israël comme en France, en fait, il n'y a pas de séparation effective puisque les personnes qui occupent les postes au niveau de la justice, au niveau des ministères et même au Parlement parfois, eh bien, ils se connaissent en fait. Ils se connaissent dans des sociétés plus ou moins secrètes. Donc, et puis ils sont financés aussi, donc il y a aussi des réseaux de financement. Mais il y a un autre aspect important, c'est que lorsque on met des postes de pouvoir en fait à disposition, ce sont en général les gens les plus pervers qui les occupent. C'est-à-dire que c'est la notion même d'oligarchie en fait attire, c'est ce qu'explique Ariane Biléran, la perversion narcissique à ces postes-là. C'est-à-dire en général des gens qui ont un problème de pathologique. C'est-à-dire que mettre l'inversion de l'ancien membre de la Cour suprême, l'ancien président de la Cour suprême, en fait, elle est dans un discours de projection sur le peuple, en fait, de sa propre pathologie, de la pathologie de quelqu'un, effectivement, qui a le pouvoir et qui en abuse. Et c'est purement projectif, c'est de la manipulation. Le vrai danger, c'est l'oligarchie, et on le trouve en Israël aussi. Hein. On voit très bien que finalement, l'oligarchie a fait qu'on a à la tête d'Israël une infiltration, je dirais, des ennemis d'Israël, en fait, des ennemis du peuple, tout simplement. Voilà. Montesquieu, il disait déjà que toute personne qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Donc déjà, il préconisait des mandats très courts, des mandats de 1 an. Et la démocratie, c'est justement ce qui s'appelle l'isocratie, c'est-à-dire l'égalité de souveraineté, c'est-à-dire que chacun est égal. Donc en fait, comme chacun est égal, il n'y a pas de possibilité d'abuser du pouvoir. Après, effectivement, dans un système très hiérarchique, il y a une tendance à, en fait, la voyoucratie, c'est-à-dire que c'est le pire qui arrive au sommet. Celui qui a le moins de scrupules, celui qui a le moins d'empathie, celui qui est capable de tous les coups bas, y compris des assassinats, enfin voilà. Et donc, la façon d'aller contre ça, c'est effectivement une forme d'égalité. Voilà.
Et les partis politiques, alors par exemple en Suisse, avec ce système, disons leur poids, leur fonction, disons, elle, elle disparaît quasiment, non? Tout à fait. La raison d'être des partis politiques, hein, quand on regarde la définition d'un parti politique en France, c'est le financement des campagnes électorales. Donc justement, le fait de limiter le pouvoir, oui, c'est l'exemple que je voulais dire, c'est l'élection sans candidature. À partir du moment où quelqu'un ne peut pas afficher son narcissisme pour arriver au pouvoir et que les citoyens peuvent se dire, oh, cette personne, quand il y avait un débat sur une question agricole, je l'ai trouvé très intéressante pour argumenter pour telle proposition ou contre telle proposition. Bah, j'ai envie que ce soit le ministre de l'Agriculture. Donc les personnes notent son nom et il va arriver ministre de l'Agriculture parce que voilà, il défendait une idée, mais sans qu'il affiche à aucun moment son ambition d'être ministre de l'Agriculture. Donc l'élection sans candidature, déjà, ça permet d'éviter ces formes d'accès au pouvoir de ces pervers narcissiques. Après, le fait que, comme j'ai dit, il y a les référendums de toute la population au sommet, au degré intermédiaire, il y a le tirage au sort des assemblées parmi les citoyens, et finalement, pour les postes exécutifs, ce serait l'élection sans candidature. Il n'y a plus besoin de financer des campagnes électorales. Bon, déjà, ça ferait des économies, mais il n'y aurait effectivement plus besoin de partis, plus de partis à financer. Il peut y avoir des associations pour telle ou telle idée, etc. Mais il n'y aurait plus besoin de partis politiques. Alors après, le problème, c'est que la vie tout court va en se complexifiant dans tous les domaines, l'économie, la politique, énormément de questions où il faut être un spécialiste pour comprendre quelque chose. Parce que pour se prononcer, pour, pour élire, pour proposer même quelqu'un comme candidat pour tel ou tel poste, il faut d'abord qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe, quelles sont les idées en cours, les idées qui sont en contradiction. Il y aura toujours comment se prononcer lorsque on n'a pas tous les éléments en main, lorsque on n'est pas en mesure soi-même de réfléchir à toute la complexité du monde. Voilà. Donc, parce que là, dans le système tel que je l'entends, on a l'impression que le peuple, c'est-à-dire chacun d'entre nous, est en mesure, bon, moi je peux me considérer comme un intellectuel, et pourtant, dès que je commence à vouloir comprendre les mécanismes financiers, déjà ça me sort par les oreilles, là, ça me sort par... Alors, que faites-vous donc des débats d'idées qui justement peuvent faire comprendre quelque chose aux gens? Voilà, je ne crois pas que la science soit infuse, hein, donc tout le monde n'est pas physicien, tout le monde n'est pas Einstein, etc. Bah, c'est des décisions à prendre. Actuellement, il se passe un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les politiciens, ils ne sont pas experts en physique nucléaire. De Gaulle n'a pas été, ni Pompidou n'ont été experts en physique nucléaire. Après, ils ont quand même lancé des programmes d'énergie nucléaire. Bon, ils pouvaient avoir raison, ils pouvaient avoir tort, mais ça a été une décision par des non-spécialistes. Ils ont fait cette décision parce qu'ils ont entendu des personnes qui étaient pour, ils ont entendu des personnes qui étaient contre. Bah, là, ce serait la même chose. Si c'est une décision qui concerne toute la population, qui est vraiment importante, ce sera un débat national. Après, si c'est une décision qui est un peu secondaire, bah, ça restera dans une assemblée de tirés au sort qui, eux, auront des semaines ou des mois pour examiner en entendant les experts qui sont pour et les experts qui sont contre. Comme dans un jury d'assises où les citoyens entendent les avocats de la défense, de l'accusation, les experts en balistique, etc., pour avoir des preuves et pouvoir décider in fine. Tandis que là, on a beaucoup de lobbying. Hein. Autour du Parlement européen, il y a des immeubles de lobbying qui sont là pour influencer des politiciens qui ne connaissent pas le domaine, mais un lobbying qui va dans un sens sans qu'il y ait d'égalité médiatique, disait Gori, entre le pour et le contre. Donc on aura plutôt des décisions qui sont bien meilleures, avec beaucoup plus de transparence que ce qu'on a actuellement. Et sur l'aspect de la finance, je pense qu'on nous cache vraiment l'essentiel sur la création monétaire par les
par le crédit, hein. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit connaître. Moi, je l'ai appris qu'à 38 ans. Je me dis, mais vraiment, on nous cache, on nous diffuse pas une information qui est capitale pour qu'on décide de la politique. Si la plupart des citoyens ne savent pas comment est créée la monnaie, au moins les citoyens suisses, ils l'ont un peu appris puisqu'ils ont eu ce vote sur la monnaie pleine. Ce que je voulais dire, c'est pour aller abondant dans le sens de Lucas, c'est on est manipulé en fait par deux confusions, hein. La première, c'est ce qu'il a expliqué, c'est la confusion entre la décision et le conseil. L'expert conseille et le jury d'assises, par exemple, décide. C'est comme chez un médecin, le médecin est là pour conseiller le patient, le patient n'est pas un expert en médecine, hein. Le patient va consulter le médecin pour avoir un conseil et c'est sur la base de ce conseil qu'il va prendre une décision. D'accord ? Donc, vraiment, c'est quelque chose de très, très important qui est souvent dans le discours environnant, évidemment, confus. On met ça ensemble pour, en fait, déposséder les gens, en fait, de leur capacité de décider, en fait. Et il y a un deuxième aspect, effectivement, c'est que la complexité du monde, elle augmente, mais ce n'est pas le monde qui est de plus en plus complexe, c'est l'oligarchie, entre guillemets, hein, qui ont, pour garder sa position, qui va complexifier le monde, qui va et on voit ça dans les universités, on le voit, on est quelqu'un qui a besoin de garder le pouvoir, il ne va pas être pédagogue, parce que s'il est pédagogue, si la personne en face comprend ce qu'il a à dire et les fondements, eh bien, il devient son égal. Donc, il y a un biais dans le système actuel, Jean-Pierre, qui va effectivement vers, pas une complexité, mais une confusion. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on a besoin, et le système fonctionne comme ça, c'est-à-dire que pour que les gens soient infantilisés, hein, le discours du conseiller juridique, pardon, de l'ancien président de la Cour suprême israélienne, c'est un discours infantilisant, c'est-à-dire que le peuple peut finalement, comme des enfants, faire des bêtises et il faut que des adultes les contrôlent. Et là, on est effectivement dans un discours de la perversion narcissique, paternaliste, et on a aussi cette vocation en fait du pervers en fait à introduire dans les esprits une confusion et surtout à lui faire perdre sa confiance, hein. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de décider parce que tu ne connais rien, hein. Donc ça, ce type de discours qu'on a tous, effectivement, qu'on a tous connu, il implique effectivement il tend en fait à ce qu'on accepte un système non démocratique, puisqu'on n'est pas capable de décider, donc je vais remettre la décision en une figure capable de décider, qui doit être un expert. Mais l'expert ne doit pas être décisionnaire, ça c'est très très important, parce que si l'expert prend une décision, alors on va avoir une décision biaisée. Je ne sais pas si tu comprends, Jean-Pierre. Je donne l'exemple d'Israël, je le dis tout le temps, hein, c'est l'exemple que je donne. À partir du moment où c'est l'armée qui a le pouvoir, c'est l'armée qui a l'expertise de la chose militaire, eh bien, une armée elle a un conflit d'intérêts si elle est amenée à prendre des décisions dans le cadre de la sécurité du pays, parce qu'elle va avoir intérêt à laisser en fait un système d'insécurité permanent à se mettre en place. La même chose chez un médecin, ou un même médecin, il va avoir intérêt s'il prend la décision, il pourra avoir intérêt à vous rendre malade, peut-être pour avoir plus de pouvoir sur vous, pour avoir plus de clients, je ne sais pas. Ou une industrie pharmaceutique, c'est la même chose. Ce sont des experts, hein. Mais s'ils prennent des décisions politiques, alors là, toute la population va être malade. Donc c'est très très important que l'expertise soit complètement dissociée de la décision. Voilà, c'est très important. C'est un plombier, pareil, je vous prends un exemple, un plombier, il va être un expert chez vous, il ne faut pas qu'il prenne la décision de faire certaines choses parce que vous aurez des fuites tout le temps pour que vous le rappeliez tout le temps à la maison. Donc c'est très très... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais le problème, c'est que dans ce système proposé, démocratie citoyenne, disons, il repose sur le postulat que les gens sont capables, hein, quand je dis les gens, c'est lambda, hein, comme on dit en français, est capable de comprendre toutes les questions et de prendre position par un vote, justement, en choisissant tel ou tel candidat. Alors, le problème pour ça, c'est que
comment faire pour que, parce que les gens vont être influencés. Il faut qu'il y ait des débats. Il faut que les gens comprennent les enjeux. Qui va expliquer ces enjeux? Qui va donner de l'argent pour que payer d'autres, des experts, comme tu dis? Les experts peuvent très bien, c'est du lobbying aussi, ça peut être assimilé à du lobbying. Et ça devient aussi, tu peux être prisonnier de ces idées. Et après, tu vas voter, tu vas désigner des gens. Mais sur quel, le problème, il demeure parce que comment organiser les débats, comment organiser, voilà, c'est pas simplement que l'Arcom va dire telle tendance, tout le monde doit être égalitaire du point de vue de l'occupation des espaces sonores, disons, ou visuels. Euh, c'est pas simplement ce problème de quantité, disons, horaire, c'est le problème de la qualité des arguments qui doivent être soumis au grand public pour qu'ils puissent, disons, se prononcer d'une manière plus ou moins juste. Alors, le système, jusque-là, j'exagère un peu hein, pour faire un peu l'avocat du diable et qu'il y ait un peu des discussions entre nous, mais parce que évidemment, je suis plutôt favorable à un système où le peuple, disons, fait entendre sa voix. Hein. Mais le problème après, c'est comment mettre ça en place. Et alors, ce qui reste l'énigme pour moi, dans ce que j'ai entendu jusqu'à présent, l'énigme, comment faire pour que on ne soit pas prisonnier des experts, dont parle par exemple. Il ne faut pas qu'il soit décisionnaire, on est bien d'accord là-dessus. Mais même s'il n'est pas décisionnaire, il a un pouvoir. Il a le pouvoir du savoir. Hein. Il connaît, il sait. Il connaît dans tel et tel domaine, il y a des gens qui connaissent mieux que d'autres. Alors, comment ces gens-là, comment les contrôler d'une certaine manière? Comment faire la part des choses? Voilà. Après, Pour moi, Lucas pourra répondre, mais en fait, bon, moi je suis universitaire, ouais. hein, et je vois comment ça se passe dans un amphi autour de moi. C'est les experts, les bons enseignants, ce sont ceux qui, quand, quand les étudiants comprennent, en fait, les plus pédagogues, en fait, ça se voit, en fait. Les bons experts, ce sont ceux qui sont les plus pédagogues. Et moi, je vois autour de moi, alors peut-être c'est à la fac, c'est pas une école primaire, bien sûr, mais on est face à un public de jeunes adultes. Et lorsqu'on a des explications simples, des explications pédagogiques qui illuminent l'esprit, ça se voit. Ça se voit. C'est-à-dire que les experts, s'ils apportent de la confusion, ben, automatiquement, bien, ils sont plus appelés à travailler en tant qu'experts. Qui décide de les appeler ou de ne pas les appeler? Alors ça, c'est une bonne question. Là, je laisse à Lucas. Quand il y a une proposition qui passe à référendum devant toute la population ou dans une assemblée de tirer au sort, que ce soit nationale ou municipale, en fait, c'est à chaque camp, celui qui est pour et celui qui est contre la proposition, chacun des deux camps, à s'organiser pour trouver ses meilleurs argumentateurs et les envoyer dans les médias ou devant l'assemblée de citoyens. Donc, c'est à eux de désigner leurs meilleurs représentants. Voilà. Et comme ça, on contrôle juste après, l'Arcom contrôle juste la quantité de temps disponible pour chacun des camps et puis selon l'audience de chacun des médias pour que ce soit égal, que ça touche également les citoyens. Et à partir de là, les citoyens exposés aux arguments pour et contre, ben, ils décideront de façon qui leur convient le plus. Ça, c'est un point. Après, je voulais revenir un petit peu sur l'oligarchie qui prend le pouvoir et qui veut la garder. Il y a une technique qui a été beaucoup faite par les gens qui ont le pouvoir, c'est la stratégie de la tension. Ça s'est fait en particulier, bon, c'est là où ça a eu son nom, hein, c'est en Italie quand disons les États-Unis, la CIA, la entre guillemets démocratie chrétienne craignait la montée du Parti communiste. Ils ont organisé des attentats sous faux drapeau pour faire croire que c'était les anarchistes
les gauchistes qui faisaient ces attentats, alors qu'en Bologne. fait, ils étaient faits par Gladio, etc. Il y a aussi un moyen qui a été souvent employé, c'est de faire une guerre pour garder le pouvoir. Quand Thatcher a déclenché la guerre dans les Falklands, alors qu'en faisant rentrer exprès un bateau dans les eaux territoriales pour provoquer l'Argentine, ça a été un moyen pour elle de garder le pouvoir. Ou quand George Bush, en 2000, il a été élu avec en plus du vote électronique, enfin de la triche, etc., avec une minorité de voix aussi, ce que permet le système états-unien. Il était très mal élu, il y avait très peu de gens derrière lui. Les attentats du 11 septembre ont permis d'avoir unanimité derrière lui contre l'ennemi désigné, Ben Laden, désigné le jour même comme le coupable. Donc ça, c'est la logique du bouc émissaire, comme je mentionnais René Girard au début de cette conférence. Ça a été employé par les politiciens pour manipuler. La logique du bouc émissaire permet d'unir un peuple derrière soi et de garder le pouvoir parce que la guerre fait que on peut pas changer. Là, Zelensky est encore président parce qu'il y a la guerre. Roosevelt a été élu 4 fois président parce qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est plus qu'à déclencher la guerre, mais c'est un moyen pour les pervers narcissiques, les voyoucrates qui arrivent au pouvoir, de rester au pouvoir, d'entretenir une unanimité de la population contre un ennemi extérieur qu'on provoque, dont on fait des fausses attaques. Hein. Quand Hitler a envahi la Pologne, il a d'abord commencé par des soldats allemands qui étaient déguisés en soldats polonais pour faire croire que c'était la Pologne qui attaquait. Chaque fois se positionner comme victime, susciter l'indignation populaire, qui elle ne contrôle rien parce que c'est pas de la démocratie, et la manipuler pour la porter derrière le chef contre un ennemi extérieur ou intérieur.